Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 22 mars 2021. Au sommaire ce soir, nous reviendrons bien évidemment sur le couronnement d'Alexis Pinturault. Le skieur de Courchevel sait tout faire, le gros globe de cristal et le globe de géant après une course parfaitement maîtrisée samedi à Lenzerheide. À 30 ans, le leader de l'équipe de France est désormais sur le toit du monde, nous l'entendons dans ce journal. Et puis direction Salanches, la vallée de l'Arve sera certainement un des enjeux de la campagne des élections régionales. Ce samedi, Éric Piolle, le maire de Grenoble, est venu soutenir en personne Fabienne Grébert, la candidate écologiste, pour une journée sur le terrain. On ouvre cette édition avec le sacre d'Alexis Pinturault ce week-end lors des finales de la Coupe du Monde de ski alpin à Lenzerheide en Suisse. Le skieur de Courchevel a remporté avec la manière le gros globe de cristal en s'imposant sur le dernier géant de la saison devant le Croate Filip Zubčić et Mathieu Fèvre le jour de son anniversaire. À 30 ans, Alexis Pinturault devient ainsi le troisième Français à remporter le classement général de la Coupe du Monde de ski alpin après Jean-Claude Killy et Luc Alphand. Au final, Alexis Pinturault aura remporté 5 victoires tout au long de l'hiver et signé 9 podiums. On l'écoute au micro de FFS TV. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer aujourd'hui et depuis le début de la saison, j'avais bien vu que les finales, c'était le jour de mon anniversaire. Ce qui est la première fois parce que généralement, c'est toujours une semaine avant et je me suis dit, je sais comment me faire le plus beau des cadeaux. Alors après, c'est toujours facile à dire, mais finalement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et avec une victoire qui du coup m'apporte la victoire du globe de géant et qui m'apporte surtout aussi la victoire du gros globe. Donc c'était une journée fabuleuse, forte en émotions et difficile en même temps, mais qui est finalement si belle. Oui, c'est l'accomplissement d'une carrière. Ça fait déjà de longues années que je me bats pour essayer d'aller chercher ce fameux gros globe. L'année dernière, j'ai pas forcément eu beaucoup de chance de la manière dont ça s'est terminé. Cette année, du coup, j'en ai eu un peu plus de la manière dont ça s'est terminé avec le temps. Donc comme quoi, on dit souvent que quand on n'a pas de chance, les choses reviennent derrière. C'est un peu ce qui s'est passé cette année. Quand j'ai eu un peu moins de réussite, ça a quand même payé. Et quand j'ai pu concrétiser les choses, ça a très bien marché. Kagora, ça a été un week-end très difficile pour moi. Après les mondiaux, ça a été déjà un enchaînement un peu difficile. D'abord très très fatigué, un peu comme si toute la pression retombait après les mondiaux. Mais je pense qu'il n'y a pas eu que la pression des mondiaux, il y a eu la pression un peu du début de la saison. Et ce qui m'a mis du temps du coup à revenir, à récupérer et puis à revenir du coup à mon meilleur niveau aussi en géant, ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc des moments de doute et puis finalement qui m'ont permis de me reconcentrer sur l'essentiel aujourd'hui. Pour un athlète, c'est certainement l'une des plus belles victoires qu'on peut avoir, l'un des plus beaux accomplissements qu'on peut aller chercher. Bien sûr, il y a les Jeux Olympiques avec la médaille d'or, mais les championnats du monde, c'est pour moi, je dirais, j'ai toujours tendance à dire que être champion du monde, c'est à peu près avoir un petit globe de cristal. Par contre, être champion olympique, c'est l'équivalent d'être vainqueur du gros globe de cristal. Donc, on fait un sport où les classements saisonniers sont extrêmement importants et certainement l'un des rares sports où ils le sont autant. Ouais. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal depuis plusieurs semaines. Les acteurs du monde de la culture se mobilisent pour demander la réouverture des théâtres, des cinémas et autres salles de spectacle. À Annecy, une cinquantaine de personnes s'est rassemblée ce samedi après-midi devant Bonlieu, scène nationale, pour réclamer plus d'action et moins d'immobilisme de la part du gouvernement. Plus que jamais, le secteur de la culture demande de pouvoir retravailler alors que l'art et la création sont pratiquement à l'arrêt depuis plus d'un an. On écoute une comédienne rencontrée sur place. On est privé de scène, qu'on ne peut plus jouer. Et ce qu'on constate chaque jour, c'est que les gens, ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Ils ont besoin de changer leur vie. Il y en a marre de Netflix et de la télévision. Ce qu'ils veulent, c'est du spectacle vivant, c'est rire, c'est pleurer, c'est nous voir sur scène, c'est rouvrir les théâtres, les concerts. Il n'y a pas plus de risque dans un théâtre d'attraper le Covid que dans un supermarché où il y a 1000 personnes qui se frôlent chaque jour. Nous, on a envie de vivre, on a envie de faire rire, on a envie d'exister, on a envie de changer le monde et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on dit à Roselyne, faire le bouffon sur C8, c'est super, mais nous, c'est sur des théâtres qu'on a envie d'être. Alors Roselyne, rouvre-nous les théâtres et les cinés et les concerts et la culture. On a envie de créer, mais on est bloqué. On a besoin du public, on a besoin d'avoir du retour. Aujourd'hui, c'est comme si on était des ermites. Et alors on crée, nous on est une troupe autodidacte, on écrit des petites pièces, on monte nos spectacles. Mais
Mais on n'a aucune jouissance à tout ça, parce que ça reste dans des cartons, c'est enfermé. Et ce qu'on veut, c'est partager, c'est rencontrer du monde, c'est donner de la vie. Ce qui nous manque le plus, c'est le public. C'est de voir des gens rire, des gens pleurer. C'est la vie qui manque. Autre combat et autre mobilisation à Méry, en Savoie, cette fois depuis ce lundi matin. Les 82 salariés de l'entreprise Sokla Watts sont en grève. Ils ont appris il y a quelques jours à peine la mise en place d'un plan social visant à supprimer plus de 50 postes. La fermeture du site savoyard est également prévue. Si les négociations entre le groupe américain Watts et ses salariés savoyards doivent débuter dès mardi matin, ces derniers savent déjà qu'il leur sera très difficile de sauver leur emploi. Emmanuel Jaude a rencontré le délégué syndical de l'entreprise. Je vous propose de l'écouter. On était quand même 130 à une période, on n'est plus que 85 au jour d'aujourd'hui. On nous a fait miroiter plein de choses et en fin de compte, le produit a été copié, et bien copié sur la Chine, donc il va être réalisé sur la Chine, quoi. Il y a 52 personnes qui sont licenciées, 30 personnes qui pourraient être éventuellement transférées. Les machines sont transférées de montage et d'usinage sur le site de Viré-le-Grand, de Maison-Mère. On parle de salariés, mais c'est des familles qui sont touchées. Il y a des personnes qui ont 40 ans de boîte. La moyenne d'âge, elle est de 38 ans à peu près, 40 ans. Donc voilà, pour nous, c'est inhumain. Nous avons fait miroiter beaucoup de choses, parce qu'on nous a fait miroiter beaucoup de choses et on nous a dupés. Donc là, aujourd'hui, on montre à la direction qu'on est tous solidaires. Voilà. Donc, parce que là, on a des cadres, des non-cadres, des techniciens, on a les ouvriers, tout le monde est là. Comme quoi, voilà, on va se battre. Et aujourd'hui, c'est gentillet. Et puis s'il faut être plus, le mot est peut-être un peu gros, virulent, mais on ira plus loin s'il faut, voilà, pour se faire entendre, quoi, pour qu'on ne parte pas, comme je l'ai dit déjà à un de vos confrères, avec des billes au fond d'une poche. Voilà. On parle logement à présent. Le préfet de Haute-Savoie et la première vice-présidente du conseil départemental ont signé ce vendredi le nouveau plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Piloté conjointement par l'État et le département, ce plan définit pour 5 ans les actions menées sur le territoire pour aider les sans-abri, les personnes mal logées ou celles menacées d'expulsion. Il prévoit aussi des mesures pour les victimes de violences conjugales. Les précisions dans ce reportage de Victoria Lopez. Construction de logements sociaux, réservation de logements spécifiques, aide et accompagnement. Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées est revu tous les 5 ans. Il est issu d'une concertation entre les différents acteurs de l'habitat dans le département. Il s'agit d'un plan partenarial. Ce n'est pas l'État d'un côté qui fait quelque chose ou le département, c'est l'État et le département. Chacun dans leurs responsabilités respectives qui accompagnent les personnes défavorisées dans leur accès au logement. Ce sont les personnes à la rue, les SDF. Ce sont les personnes qui arrivent également étrangers en situation régulière ou irrégulière. Ce sont les personnes qui sont logées mais mal logées, qui payent un loyer trop cher pour elles, qui leur grèvent le budget, font qu'il leur reste insuffisamment de quoi vivre. Ce sont les personnes aussi qui, à un moment donné, dans leur parcours de vie, connaissent une rupture, une séparation, le départ d'un domicile pour une femme battue, etc. Donc ce sont toutes ces personnes que nous essayons ainsi d'accompagner. Préfecture et département ont donc signé ce nouveau plan 2021-2025 en concertation avec les bailleurs sociaux, la Caisse d'allocation familiale ou encore la Banque de France et diverses associations. Pour les prochaines années, il se focalise sur 3 objectifs. Faire évoluer l'accompagnement social, proposer une offre d'hébergement plus souple et adaptée aux besoins, et enfin prendre mieux en compte les initiatives locales. Le département a décidé de mettre un accent supplémentaire sur les aides aux collectivités, de manière à ce que la collectivité puisse aujourd'hui, si elle en éprouve le besoin parce que son budget ne lui permet pas d'acquérir un terrain. Le département intervient à ce niveau-là. On a décidé de faire des offres diverses de manière à ce que là où le besoin est, on puisse accompagner la collectivité pour construire ou pour améliorer, dans le cadre de l'ensemble de la rénovation énergétique, etc. Le département consacre environ 10 millions d'euros chaque année à sa politique de logement. Même enveloppe pour l'État, à laquelle s'ajoutent 18 millions d'euros répartis auprès des différentes associations œuvrant pour l'accueil, l'hébergement, le logement et l'accompagnement social.
En 2020, plus de 2500 logements locatifs sociaux ont été agréés en Haute-Savoie. Alors que le premier tour des élections régionales doit normalement se dérouler le 13 juin prochain, la campagne a semble-t-il déjà démarré en Auvergne-Rhône-Alpes. Fabienne Grébert, candidate écologiste à la tête de l'exécutif régional, a pu compter sur le soutien appuyé d'Éric Piolle ce samedi à Salanches. Le maire de Grenoble, à qui l'on prête des ambitions présidentiables, avait fait le déplacement dans la vallée de l'Arve pour rencontrer les habitants de ce territoire qui sera peut-être un des enjeux du futur scrutin. Reportage. Le choix de la tenue est volontairement provocateur. Ce samedi matin, les habitués du marché de Salanches ont pu croiser de curieux distributeurs de tracts en combinaison intégrale et en masque. Les affichettes distribuées sont à l'effigie de Fabienne Grébert, la candidate écologiste aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour l'occasion, un invité de marque avait fait le déplacement. Éric Piolle, le maire de Grenoble, est venu en personne en Haute-Savoie, alors qu'on lui prête des ambitions plus nationales. Nous pouvons témoigner à Grenoble d'abord que l'écologie peut accéder au pouvoir. Nous étions les premiers en 2014, mais en 2020, on peut dire aussi que l'exercice du pouvoir finalement a suscité de l'enthousiasme de la part des habitantes et des habitants. J'étais en Normandie le week-end dernier, j'étais en Bretagne, dans le Grand Est, en Occitanie, bientôt là dans le centre Val-de-Loire le week-end prochain. Donc partout, je viens à la fois témoigner de cette expérience qui fonctionne, d'une écologie qui est capable de fédérer cet arc humaniste. C'est ça qu'on attend du futur conseil régional avec comme présidente Fabienne Grébert. Le choix de Salanches et de la vallée de l'Arve est évidemment tout sauf un hasard pour cette action de campagne de la candidate écologiste. La commune et son territoire étant souvent cités comme mauvais exemples parmi tant d'autres en matière de pollution de l'air. La priorité numéro 1, c'est la santé des habitants, c'est la qualité de vie des habitants. Et le développement économique viendra ensuite parce que nous aurons donné envie à des entreprises de venir s'installer ici parce que l'air est sain, parce que c'est un environnement agréable à vivre. Nous serons très attractifs pour des entreprises, pour des salariés qui auront envie de venir travailler ici. Et c'est comme ça qu'on fera du développement économique. Mais le développement économique n'est pas la finalité première. Et pour lutter contre cette pollution, le recours au transport ferroviaire, aux mobilités douces ou encore au fonds Airbois font partie des solutions apportées par la candidate, autant de problématiques que connaissent parfaitement les élus locaux. Il y a des sujets qui touchent le quotidien des gens et notamment la qualité de l'air. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de faire le sujet sur cette thématique qui a été beaucoup mise en avant en 2017. Les gens se sont beaucoup mobilisés, mais depuis le Covid, c'est vrai que c'est passé un peu au second plan. D'ici au 13 juin, date théorique du premier tour des élections régionales, on peut légitimement penser que d'autres candidats feront le déplacement en vallée de l'Arve. Une bonne nouvelle à présent pour Chambéry et Grand Chambéry. Le workshop international Destination Montagne Grand Ski sera organisé à Savoie Expo en 2022, en 2023 et en 2024. L'annonce vient d'être officialisée ce lundi après-midi. Il est temps pour moi d'accueillir notre invité du jour et ce soir, juste en liaison vidéo avec vous, Anne Gobin. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Anne Gobin? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonsoir, vous êtes la directrice générale d'Arpège, une association spécialisée dans la gestion des résidences pour étudiants et jeunes actifs. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre organisme? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors en effet, Arpège est une association loi 1901 qui a été créée il y a maintenant 32 ans à l'initiative d'une des filiales de la Caisse des dépôts et consignations, la SIC à l'époque, et nous sommes spécialisés dans le logement temporaire des jeunes de moins de 30 ans. Arpège aujourd'hui, ce sont 70 résidences, soit 10 000 logements et 11 000 jeunes logés. 59 des résidences sont en Île-de-France et 11 sont en région, dont une à Chambéry et 2 à Grenoble. Nous sommes convaincus qu'il existe un lien entre le logement des jeunes, plus précisément leur habitat et leur accomplissement, et que notre mission n'est pas simplement de les loger. Donc dans ce contexte, nous faisons diverses actions pour les accompagner durant la période où ils vivent chez nous. Alors vous êtes avec nous pour nous parler d'une campagne d'affichage que vous avez souhaité mettre en place au sein de vos résidents justement. En effet, je l'ai dit, notre clientèle est jeune, puisque nous sommes spécialisés dans les moins de 30 ans. La moyenne d'âge est de 24 ans sur nos 11 000 jeunes. Et il y a des sujets qui sont pour cette population-là plus importants que d'autres. Et l'actualité nous a montré qu'il y a un certain nombre de sujets autour de la sexualité, du consentement. Et lors d'une réunion avec l'Université de Bordeaux, nous avions pu voir une campagne d'affichage qu'ils avaient mis en œuvre sur le consentement. Donc il y a 8 affiches avec des situations complètement différentes. Et nous avons demandé à l'Université de Bordeaux s'ils acceptaient la mise à disposition de ces affiches qui ont été faites par ailleurs avec des étudiants.
Leur réponse a été oui, et nous avons souhaité faire un pas de plus, c'est-à-dire travailler avec une structure qui puisse répondre aux questions des jeunes sur la sexualité. Et c'est donc le planning familial qui a accepté cette mission, le planning avec lequel nous avons un partenariat sous la forme d'un numéro vert que les jeunes peuvent appeler de façon anonyme pour poser toutes questions qui leur viennent à l'esprit. Vous estimez qu'il y a encore un gros travail de prise de conscience sur ce sujet à faire ? Oui, il y a probablement encore un gros travail de prise de conscience à faire de façon très générale, même si j'imagine que selon les lieux, il y a aussi de très fortes inégalités. Mais c'est encore plus vrai sur notre population jeune qui est au début de sa vie affective et sexuelle. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que depuis le début de cette crise sanitaire, votre rôle auprès des étudiants, notamment, est encore plus important ? L'un des rôles majeurs, effectivement, que nous l'avons au long cours, mais encore plus actuellement, c'est de rompre l'isolement. On peut imaginer que les jeunes, de façon générale, ont plutôt tendance à être les uns avec les autres, mais actuellement, le télétravail, alors pour eux, ce sont les cours en distanciel, mais c'est l'équivalent, fait qu'ils ont peu l'occasion de rencontrer des personnes en chair et en os, si j'ose dire. Il en est de même avec les lieux publics fermés, et nous faisons tout pour maintenir le contact avec eux et entre eux, au long cours, et aussi pour veiller à la précarité, puisque c'est plus de 5000 repas que nous avons distribués sur les 2 premiers mois du confinement, du tout premier, et nous continuons depuis septembre à distribuer de l'alimentation également. Très rapidement, quels sont les premiers retours que vous avez eus de la part de vos étudiants par rapport à cette campagne ? En tout cas, ça n'a pas laissé indifférent. C'est le but, j'imagine. Pardon ? J'imagine que c'est le but, de ne pas laisser indifférent. Complètement, c'est pour ça qu'on a choisi de l'affichage et qu'on l'a mis sur leur lieu de passage. Donc pour une partie d'entre eux, ça a été plutôt des remerciements et ils nous ont dit que c'était bien qu'on pense à ce genre de choses. A contrario, nous avons eu quelques endroits où ça n'a pas fait l'unanimité puisque des affiches ont été arrachées, ce qui laisse à penser qu'il y a encore du travail autour de ce sujet. Merci beaucoup, Anne Gobin, directrice de l'Arpège. Bonne continuation à vous. Merci à vous. Ce vendredi 19 mars, plus de 430 élèves et collégiens de Cluses et de la communauté de communes ont participé à la dictée du Tour. La ville accueillera le peloton de la Grande Boucle à 2 reprises cette année, le 3 juillet lors de l'étape Oyonnax-le-Grand-Bornand et surtout le 4 juillet pour le départ de la 9e étape entre Cluses et Tignes. Les 8 meilleurs élèves de cette dictée seront d'ailleurs conviés le 4 juillet prochain à une journée dans les coulisses de l'organisation. Plusieurs lectures ont été faites par des sportifs de haut niveau du territoire et par un parrain de renom en la personne de Charlie Mottet, multiple vainqueur d'étapes sur le Tour de France, le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie. Il vit depuis maintenant 30 ans à Sallanches et c'est donc tout naturellement qu'il a accepté de participer à cette dictée à l'école de la Sardagne. On l'écoute au micro d'Anne-Laure Falco de Cluse TV. La grande boucle, la grande boucle. Moi, j'ai été professionnel de 83 à 95 et j'ai fait 10 fois le Tour de France, porté le maillot jaune 6 jours et gagné 3 étapes. Et donc voilà, j'ai accepté parce que je pense que le Tour de France, c'est pas que du vélo et que du cyclisme, c'est aussi un lien, à mon avis, social très important et dont les jeunes doivent apprendre à faire la connaissance, mais on peut faire aussi, je crois, des problèmes de maths un petit peu avec les vitesses, etc. Donc ouais, c'est un côté éducatif parce que moi je me souviens quand j'étais au CM1, on faisait des problèmes notamment avec des vitesses, des moyennes horaires, etc. Voilà. On apprenait à compter de cette façon-là les heures, les minutes et les secondes. Et puis ensuite, ça m'a bien servi quand j'étais sur mon vélo, parce qu'il faut aussi calculer un petit peu. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec des images de la première édition de la Millet Everest à Courchevel, une nouvelle compétition de ski alpinisme. Au programme, 9000 mètres de dénivelé positif pour les 35 concurrents. Les vainqueurs sont Corinne Favre chez les dames et Alexandre Pellissier chez les hommes. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouverez Fanette de Buisson pour le premier épisode de Panorama consacré cette semaine à la précarité grandissante avec le responsable logistique du Secours Populaire. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. À mardi pour un nouveau journal.